Jouvet s'est présenté 3 fois au concours d'entrée du conservatoire et 3 fois il a échoué, à cause de cette façon de parler qui lui est si particulière. Plus tard, pour amuser le public, il exagérera encore la cadence étrange de son élocution dans ses films, et cette élocution le rendra célèbre, en dépit des prédictions de ces messieurs du conservatoire. Mais elle l'enfermera également dans une image assez fausse. Pour la plupart d'entre nous, Jouvet, c'est avant tout le parler saccadé du docteur Knock, d'Hôtel du Nord ou de Drôles de Drames. On oublie trop souvent qu'il fut l'un des plus prestigieux comédiens, metteurs en scène, directeur de troupe et promoteur du théâtre français. Oh, le canard, l'admirable canard aux oranges. Et où est-elle exactement, cette chère Margaret? Elle est à la campagne. Au loin? Non, pas très loin d'ici. Chez des amis. Et des amis? Chez des amis qui ont la rougeole. Ah. Oui. Certainement. Oui. Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Oui, vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. C'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Non, vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Lors de son 3e échec au conservatoire, Louis Jouvet n'a pas encore 22 ans. Il est né en 1887, la veille de Noël. Et il prépare très sérieusement un diplôme de pharmacien pour faire plaisir à ses oncles maternels, sans pour autant cesser de lire et d'annoter Molière. Il a toujours pensé au théâtre, tout jeune. Enfin, je crois qu'à l'âge de 12 ans, c'était déjà son idée. Lisa Jouvet, la fille de Louis Jouvet. Son père était entrepreneur de travaux publics. Il est mort, mon père devait avoir que 15 ans. Alors évidemment, ma grand-mère s'étant trouvée seule, ce sont ses frères qui l'ont aidé à subvenir. Et dans la famille de ma grand-mère, tout le monde était ou médecin ou pharmacien. Et alors on a dit au petit Louis, qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux être pharmacien ou médecin? Alors, il s'est dit, puisqu'il faut être ou l'un ou l'autre, j'aime encore mieux être pharmacien, parce que c'est quand même un petit peu plus court comme étude que de faire médecine. Avant même d'avoir terminé ses études de pharmacie, Louis Jouvet s'occupe de théâtre. À 20 ans, il est nommé directeur du Théâtre d'Action d'Art, un groupe de jeunes amateurs passionnés qui n'eut qu'une existence éphémère. Par ailleurs, fin 1910, il joue à l'Alhambra de Bruxelles, dans Le Juif errant et dans Monte Cristo. Il fait de la figuration au Châtelet et il monte ce qu'on appelle le théâtre du Château d'Eau. Le théâtre du Château d'Eau, où Jouvet donnait des représentations à prix réduit, lui coûtera en effet 2000 francs de l'époque, ce qui n'était pas une bagatelle. Mais peu importe, un grand événement survient dans la vie de Louis Jouvet. En juillet 1911, il ne tient qu'un petit rôle épisodique dans une pièce jouée au Théâtre des Arts, mais sa composition lui vaut d'être remarquée par l'un des plus grands noms du théâtre français, Jacques Copeau. De son côté, Louis Jouvet remarque aussi la gouvernante des enfants de Copeau. Elle est danoise, elle s'appelle Else Collin.
Ils se marieront 1 an plus tard à Copenhague. Et Louis Jouvet trouvera en Else Collin la compagne idéale. Son refuge, c'était auprès de sa femme. Léo Laparra, secrétaire de Louis Jouvet après la guerre. Sa femme qu'il appelait mon grand. Et c'était une femme qui avait compris qu'elle devait s'effacer, que le grand amour de Jouvet, c'était le théâtre, que de ce grand amour, il mourrait un jour, c'est ce qui est arrivé. Et donc, elle l'a admirablement compris. C'était une espèce de sainte. Chaque jour, Louis Jouvet passe des heures à corriger sa diction. Il passe également des heures à méditer sur une nouvelle conception de la mise en scène pour une pièce de Molière, L'École des femmes, qu'il ne jouera qu'après y avoir travaillé plus de 25 ans. Et le reste du temps, il prépare sa pharmacie. Il ne dort que 4 ou 5 heures par jour. Alors toujours pareil, vous voyez, avec mon père... Lisa Jouvet. On lui avait dit de choisir, il avait choisi, puis une fois que le choix a été fait, eh bien on va jusqu'au bout. Puis il a été pharmacien, puis il a été pharmacien de première classe. On ne fait pas les choses à moitié. Mais ça ne l'empêchait pas, tout en faisant ses études de pharmacie, de continuer à travailler le théâtre. Louis Jouvet mène cette double activité jusqu'à la veille de la Grande Guerre. Et il commence à recueillir les fruits de son énorme travail. Il est rentré chez Copeau en 1913. Léo Laparra, qui fut l'ami de Louis Jouvet. Il a été mobilisé en 1914 comme médecin auxiliaire, puisque les pharmaciens avaient le titre de médecin auxiliaire. Et en 16, fin 16, début 17, le gouvernement français de la Troisième République de l'époque, le gouvernement de Clémenceau, a décidé d'envoyer aux États-Unis le théâtre du Vieux-Colombier pour représenter la France. Beaucoup de jeunes écrivains fréquentent le théâtre du Vieux-Colombier. Roger Martin Dugard, André Suarez, Charles Vildrac, Georges Duhamel. Assez souvent, on voit aussi Jules Farigoule, un auteur dramatique. Et quand ce monsieur Farigoule rencontre Louis Jouvet, il est frappé par son regard de magnétiseur, par son air un peu conquérant. Aussitôt, l'idée lui vient de bâtir un personnage sur le modèle de Jouvet. Un personnage de médecin, par exemple. Jouvet a bien été médecin pendant la guerre. Vous l'avez deviné, ce monsieur Farigoule est plus connu sous le pseudonyme de Jules Romain et la pièce s'appellera Knock ou le triomphe de la médecine. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra. Mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un homme bien portant. Vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Votre objection me fait penser à ces fameux économistes qui prétendaient qu'une grande guerre moderne ne pourrait pas durer plus de 6 semaines. La vérité, c'est que nous manquons tous d'audace. Cette pièce de Jules Romain, Knock, sera jouée pour la première fois le 14 décembre 1923 par Louis Jouvet. Mais elle aura pour cadre un autre théâtre que le Vieux-Colombier, car entre-temps, le comédien a rompu ses amarres. Il est resté avec Copeau en 1922. Léo Laparra. Et puis, je vous dis, leur très forte personnalité à tous les deux se heurtait. Puis il a décidé de s'en aller un beau jour, fin 1922. Et c'est à ce moment-là qu'il est allé à la Comédie des Champs-Élysées. C'était Jacques Hébertot qui avait la direction de la Comédie des Champs-Élysées et qui a donné à Jouvet et à Pitoyef la direction alternée, 6 mois l'un, 6 mois l'autre. Et c'est comme ça que Jouvet a créé Knock à la Comédie des Champs-Élysées. Très rapidement, Louis Jouvet prend seul la direction du théâtre, en 1924. Et la même année, alors qu'il cherche des comédiens pour former sa propre compagnie, Jacques Copeau licencie la troupe du Vieux-Colombier. Tous les comédiens se retrouvent chez Louis Jouvet, leur ancien camarade.
Knock tiendra une place particulière dans le répertoire de Louis Jouvet. En effet, il monte des œuvres d'auteurs encore peu connues. Et les résultats financiers sont parfois catastrophiques. Comme Jouvet se plaît lui-même à le raconter, il y a souvent plus d'huissiers dans les couloirs que de spectateurs dans la salle. Chaque fois que les caisses sont vides, on remet Knock à l'affiche, car la pièce de Jules Romain possède la vertu de faire monter les recettes. Jouvet la reprendra ainsi 25 fois au long de sa carrière. Et Jouvet détestait ce rôle. Georges Neveu. Il en avait assez. Il disait, ce Knock me sort par les pores, me disait-il. C'est également avec la première version filmée de Knock que Louis Jouvet se fait connaître auprès du grand public dès 1933. Et là, un phénomène singulier se produit. Les spectateurs sont à la fois intrigués et séduits par cette curieuse façon de parler. Knock a été écrit pour Jouvet quand il était, dans ses tout débuts, au théâtre du Vieux-Colombier. Georges Neveu, auteur de la première adaptation filmée de la pièce. Et Romain lui a fabriqué un rôle qui épouse dans son texte la diction de Jouvet. Il a l'air d'avoir été écrit pour un homme qui parle d'une voix saccadée et qui a le ton décidé de Jouvet. Cela plaît au public, mais l'on peut se demander si Jouvet n'a pas volontairement exagéré cette diction. Histoire de stars. Le 18 avril 1929, une corde de somptueuses limousines déverse le tout Paris devant la Comédie des Champs-Élysées. On donne ce soir la première d'une pièce de Marcel Achard, Jean de la Lune. À l'affiche, deux noms déjà prestigieux, Valentine Tessier et Louis Jouvet. Lui, il est à la fois le metteur en scène et le premier rôle de la pièce. Sous son nom, c'est un autre nom beaucoup moins connu du public, Michel Simon. Smoking et boa discrètement parfumés remplissent la salle. Le rideau se lève et les rires fusent dès qu'apparaît Michel Simon. Mais c'est de très loin que Marcel Achard entendra ces rires. Comme il agaçait Louis Jouvet par ses continuelles manifestations d'anxiété, le comédien l'a tout simplement enfermé à double tour dans son bureau avant de descendre sur scène. Et le pauvre Marcel Achard tambourinera en vain contre la porte tout au long du premier acte. Pour plus de précaution, Jouvet a gardé sur lui la clé du bureau. Jean de la Lune a été une des pièces qui a très bien marché. Georges Neveu. Elle a eu une presse magnifique et Marcel Achard a en somme débuté au point de vue grand public avec cette pièce. Mais le rôle était écrit pour Jouvet. Eh bien, il faut l'avouer, c'est Michel Simon dans un rôle épisodique qui a eu plus de succès que Jouvet. Michel Simon a été découvert par le public et cette découverte a fait qu'on a parlé plus de Michel Simon que de Louis Jouvet. Eh bien, je crois que ça a jeté un froid dans leur rapport. Au théâtre, c'est bien connu, il paraît que les mauvaises langues sont plus répandues qu'ailleurs. Et cette froideur que Louis Jouvet manifeste envers Michel Simon passera bientôt pour de la jalousie. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Ah, pas jaloux du tout. Jacques Monod. Et il disait, quel vanilla, il a qu'à paraître.
Moi, faut que je travaille, lui, il apparaît. C'est la différence, c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont qu'à apparaître, parler, et qui n'ont rien à faire. C'est une chance. Ceux-là ont beaucoup de chance. Il n'était pas jaloux du tout. En ce sens qu'il disait, moi, il faut que je boulonne, c'est tout. Lors de cette fameuse première de Jean de la Lune, un comédien s'amuse beaucoup des déconvenus de Louis Jouvet avec Michel Simon. Il s'agit de Pierre Renoir, le fils du peintre Auguste Renoir et le frère du metteur en scène Jean Renoir. Louis Jouvet n'a fait sa connaissance qu'un an plus tôt, mais très vite, Pierre Renoir assurera les fonctions d'administrateur du théâtre. Et il témoigne à Jouvet une admiration presque pathétique. Et souvent, Renoir venait vers 5h30 quand on avait fini la répétition et que justement on allait dans le bureau pour travailler à autre chose. Michel Etcheverry. Alors il venait, il s'asseyait sur le divan, sur lequel le patron faisait sa sieste après entre 7h30 et 8h. Et il était là, simplement, il était là. Il ne disait rien. Il venait passer là une demi-heure sans rien dire. Et puis il repartait. Oh, je crois qu'il y a eu plus de 30 ans d'amitié. Jacques Monod. J'ai vu Pierre Renoir, presque sur son lit de mort. Il était à la clinique, il venait d'être opéré. Jouvet était mort depuis 6 mois et je suis allé le voir. Oh, j'ai dit, monsieur Renoir, enfin, on va vous revoir bientôt. Vous allez jouer dans sur la terre comme Michel. Il m'a fait, oh non, Louis est parti, j'ai plus rien à faire maintenant. Ça, c'était de l'amitié. Je pense parfois aux comédiens, aux troupes, qui pendant de longues années, avec zèle et dévouement, ont servi le théâtre, sans avoir le bonheur, la fortune de rencontrer un auteur dramatique véritable. Et je me réjouis d'appartenir à une époque favorisée. L'art dramatique français compte à cette heure plusieurs poètes authentiques, et parmi ceux-là, j'ai eu le privilège de rencontrer et de me consacrer à Jean Giraudoux. Il est pour moi l'un des plus grands. Prononcer son nom, c'est parler du théâtre. Et parler du théâtre, pour moi, c'est parler de reconnaissance. Cet hommage fut rendu par Louis Jouvet à Jean Giraudoux, peu d'années après la mort de l'écrivain survenue le 31 janvier 1944. De son côté, Jean Giraudoux avait écrit des pages émouvantes sur celui qu'il appelait le génial comédien. Mais laissons la parole à un autre comédien qui fut autrefois l'élève de Louis Jouvet, Bernard Blier. Il a tout de même amené au théâtre des auteurs. Et jusqu'à la fin de ses jours, je me souviens très bien qu'une de ses principales préoccupation était de provoquer chez un écrivain le goût du théâtre. Et ce qu'il a fait avec Giraudoux, ce qu'il a fait avec Jules Romain, il continuait à le faire vers les dernières années. Moi, je me souviens de lui avoir présenté des jeunes écrivains. Et la première chose qu'il leur demandait, c'est « faut écrire pour le théâtre, mon gars ». Je me souviens de lui avoir entendu dire ça à Roger Nimier, à Maurice Druon. Et il faisait travailler les auteurs. C'était un créateur total de théâtre. Pour Jouvet, le grand classique français représente le sommet de la perfection. Et il attendra 1936 pour monter l'École des femmes, à laquelle il réfléchit et travaille depuis près de 25 ans. C'est avec cette pièce qu'il obtient son plus grand triomphe de comédien et de metteur en scène. Il la jouera 675 fois. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non.
Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet, je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Oh, moi! Il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Mais la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, l'on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Que vous me ferez aise? Oui, je ne doute pas que l'hymen ne vous plaise. Je pense que j'ai toujours vu papa en train de travailler. Lisa Jouvet. Ou de lire ou d'apprendre quelque chose parce qu'il était d'une curiosité fabuleuse. Il avait une soif, de connaissances. Mais je n'imagine pas, quand j'imagine papa, je n'imagine pas quelqu'un assis dans un fauteuil, détendu, en train de fumer une cigarette et de ne rien faire. Non, c'est pas... Si, à table, bien sûr, c'était le moment de répit, mais c'est tout. Cette activité exceptionnelle lui vaut, après le triomphe de l'école des femmes, d'être promu officier de la Légion d'honneur en août 1936. Le même mois, le ministre de l'Éducation nationale lui offre le poste d'administrateur général de la Comédie Française. Louis Jouvet décline la proposition. Il acceptera seulement d'y assurer la mise en scène aux côtés de Gaston Batty, Charles Dulin et Jacques Copeau. Depuis août 1934, Louis Jouvet est professeur au conservatoire. Brillante revanche pour celui qui avait échoué 3 fois au concours d'entrée. Histoire de stars. En septembre 1935, la Société du théâtre Louis Jouvet quitte la Comédie des Champs-Élysées pour s'installer à l'Athénée. En novembre, le désormais célèbre metteur en scène est nommé professeur au conservatoire. Ce cours est pour lui l'occasion d'insuffler à ses élèves sa passion du théâtre par des moyens parfois
un peu rude. Je suis entré au conservatoire comme élève au moment précis où il y entrait comme professeur et j'ai assisté à sa première classe. Jean Meyer. C'était un homme qui était dur, hein, n'est-ce pas, qui nous faisait travailler admirablement, qui cherchait à nous humilier souvent, n'est-ce pas, et qui maniait la mauvaise foi volontairement. D'ailleurs, il me l'a dit après, je faisais ça pour vous rabaisser, n'est-ce pas. Pendant 3 mois, il m'a laissé dire qu'une phrase. Et chaque fois que je la disais, ce n'était pas comme ça qu'il fallait la dire, n'est-ce pas. Mais c'était une admirable école. L'humilité fait partie de ce qu'enseigne Louis Jouvet dans son cours. Il ne se contente pas d'apprendre à ses élèves comment prendre sa respiration dans une tirade, ni comment s'asseoir correctement en scène. Le comédien doit d'abord développer certaines qualités humaines. Et j'arrive pour répéter à la première répétition. Jacques Monod. Je passe devant la salle des machinistes, moi je les connaissais pas, quoi. Et j'entends une voix qui fait psst derrière, c'était lui, je me retourne et me fait « Tu leur dis pas bonjour, moi si, ils n'ont pas la gueule et ça fait partie de la même famille. » Depuis, je vous jure que je rentre dans un tel, je dis bonjour aux pompiers, à la concierge, à tout le monde. Non, c'était la meilleure leçon, la première leçon d'humilité. Cette attitude, Jouvet l'a également envers ses propres comédiens. D'ailleurs, certains élèves de son cours entrent dans sa compagnie pour y tenir de petits rôles. Et membre de sa troupe ou élève du conservatoire, Jouvet ne fait pas de différence. Il exige de tous le même travail en profondeur. Et parfois, il n'hésite pas à malmener un peu leur sensibilité. La première répétition où il me fait « Le métier de boucher, c'est pas déshonorant. » Jacques Monod. Alors qu'après la première répétition, je suis allé le voir, puis j'ai dit « Vous croyez que, maître, que j'ai pas le talent nécessaire pour ce métier ?» Il m'a dit « Mais si, on a tous du talent, tu as du talent, j'ai du talent, le tout c'est de le prouver. » Le cours de Louis Jouvet au conservatoire sera fidèlement dépeint par Marc Allégret dans son film « Entrée des artistes » qu'il tourne en 1938 et qui est devenu depuis l'un des classiques de notre cinéma. Je jouais mon rôle dans la vie, puisque je jouais un élève de la classe. Bernard Blier. Je me souviens très bien de Janson venant à la classe pour écouter ce qui s'y passait. Et dans le dialogue d'Entre les artistes, on retrouve beaucoup de choses qu'il avait entendues à la classe. Jouvet jouait son rôle. Il y avait ce pauvre dauphin, il y avait tous les copains, mais moi je jouais mon rôle. Le matin, Jouvet dirige son cours. L'après-midi, il joue dans le film que Marc Allégret réalise sur son cours, puis il répète une pièce en préparation, et le soir, il joue à l'Athénée. Entre-temps, il écrit sur le théâtre, il donne des conférences. Dans la même année qu'Entrée des artistes, il tourne 6 autres films. Il en a tourné 7 l'année précédente. Mais il trouve encore le temps de réfléchir aux moyens d'aider ses élèves ou ses comédiens à se perfectionner toujours davantage. Il m'a fait relire Balzac. Michel Etcheverry. Plutôt lire d'ailleurs, soyons modestes. J'en avais lu 3 ou 4, mais il m'a dit « Tu vas lire Balzac. » Tu as lu Balzac Oui, pas trop, enfin un peu. Bon, mais tu vas relire Balzac et tu prendras des notes. Mais quelles notes? Tu marqueras chaque fois que Balzac fait de la mise en scène. C'est-à-dire chaque fois que Balzac indique un mouvement, une manière de prendre la tasse de thé, une manière de s'appuyer à une porte. Ce que désire Jouvet, c'est que les comédiens de sa troupe aient envers eux-mêmes cette exigence qu'il montre à son propre égard. J'ai écrit à Jouvet. J'ai écrit à Jouvet qui m'a répondu, qui m'a reçu. François Perrier. Et avant même que je dise quoi que ce soit, il m'a dit tu ne sais certainement pas ce que c'est que ce métier, il faut que tu le saches. C'est un métier très sérieux auquel il faut consacrer toute sa vie. Il faut le faire passer avant tout, sinon ça ne présente aucun intérêt. Et encore, même en se donnant totalement, il n'est pas sûr qu'on y réussisse.
Un comédien aime sortir de son ventre des personnages, créer des personnages. Georges Neveu. Et celui qui les aide à créer des personnages, il l'aime, même si l'opération est rude. Jouvet pousse ses élèves et ses comédiens à accoucher d'eux-mêmes, pour ainsi dire, et le soin extrême qu'il y porte sera parfois mal compris. Jouvet a la réputation d'avoir été avec ses comédiens un despote, un homme comme ça qui était un metteur en scène très dur. Dominique Blanchard, Agnès, dans l'École des femmes. Ça me fait toujours rigoler parce que j'ai le souvenir de quelqu'un qui était d'une telle gentillesse, d'une telle patience et d'une telle, en même temps, qui vous laissait une telle liberté que je suis toujours étonnée qu'on puisse dire ça de lui. Quand j'étais plus jeune, je l'appelais maître, parce que c'était un usage au conservatoire, mais il avait horreur de ça. Bernard Blier. Il disait, maître, vous m'appelez maître, pourquoi pas vieux con, hein? C'était pas un fabricant de vedettes. Michel Etcheverry. Ce qui nous a transmis était... Il fallait que nous-mêmes après l'assimilions, il y a des choses qu'on a compris beaucoup plus tard. Mais ça a été quand même un accoucheur pour beaucoup d'entre nous. Il détestait tout ce qui n'était pas le respect du public. Jacques Monod. Alors si par hasard on faisait une blague, on se faisait vachement gueuler. Hein. Il n'y a pas un autre mot. Mais la faute involontaire, comme rater une entrée en scène, il vous regardez, il était vachement puni, ça recommencera pas. Hein. Nous sommes donc loin de la légende qui nous présente Jouvet sous les traits du docteur Knock, c'est-à-dire comme un être plutôt cynique, sec et froid, considéré comme un despote par certains de ses anciens comédiens. Mais pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et s'imaginer qu'il était toujours toute douceur. Oh, attention, 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 attention. Vous savez, pendant que je parle de Knock, par exemple... Jacques Monod. Pendant que je jouais le tambour de ville, quand il me lisait l'annonce, que je regardais l'annonce, il me disait « T'es mauvais ce soir, fais attention, t'articules mal en scène ». C'est vous dire qu'il était tendre, enfin, d'autres moments, hein, mais dans le métier, jamais. Dans le métier, il était très, très, très sévère, très dur. Il était fait pour la préparation, la création d'une pièce sur une scène et le contact avec le public. C'était sa jouissance. Georges Neveu. Et travailler dans un studio sans public, ça ne l'intéressait pas. Il appartenait à ces gens dont le système nerveux est construit pour le théâtre. En fait, Jouvet considère le cinéma un peu comme une activité alimentaire qui lui apporte l'argent nécessaire à la création de nouvelles pièces. Car celles-ci, même si elles sont bien accueillies par le public et la critique, ne suffisent pas à résoudre tous les problèmes matériels de sa compagnie. D'ailleurs, certaines d'entre elles seront parfois très mal reçues par le public. Ce sera le cas des Bonnes de Jean Genet ou de Mandarine, une pièce de Jean Anouilh. Aussi, dès que cela devient financièrement nécessaire, Louis Jouvet se remet à tourner. Mais il affiche envers le cinéma une attitude déconcertante. Jamais il n'a vu un film où il a tourné. Georges Neveu. Le premier film qu'il ait tourné, ou plutôt le second, c'est Knock dans mon adaptation. Là, il a été à la projection. Et il s'est trouvé affreux. Il me dit, c'est une sale gueule, même ça. C'est ma gueule, ça. Et il a décidé de ne plus jamais aller à une projection, ni jamais voir un film. Il n'a jamais vu un film qu'il ait tourné. Cela n'a pas empêché Louis Jouvet de nous laisser des films qui resteront de grands classiques du cinéma. Et c'est finalement par cet art, qu'il méprisait un peu, que Jouvet continuera de vivre parmi nous sous les multiples facettes qu'il a su adopter. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Mais et ça me chatouille bien un peu aussi. Désignez-moi exactement l'endroit. Par ici. Par ici. Et où ça, par ici? Là, ou peut-être là, entre les deux. Juste entre les deux. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble bien. Ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt? Oh, on dirait que ça me fait mal. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important.
Alors? Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi? Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Moi, j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Il a tout joué, finalement. Bernard Blier. Parce que les années venant, il est devenu de plus en plus beau. Et il disait toujours, d'ailleurs, on a le physique qu'on mérite. Et on ressemble aux gens qu'on fréquente. Enfin, je vous cite les phrases qui me reviennent de lui. Mais il pouvait tout jouer, finalement. Mais je pense que au cinéma, j'ai un souvenir précis parce que j'ai eu la chance de tourner avec lui, ce qui est, à mon avis, son meilleur film, c'est Quai des Orfèvres. Et dans Quai des Orfèvres, jouait très très comique par moments. Et il sait être très dramatique aussi, mais il y a des moments de Quai des Orfèvres qui sont des moments de grand comique. Le premier jour du Quai des Orfèvres... Suzy Delair, l'une des partenaires de Louis Jouvet dans Quai des Orfèvres. Il a dit à Henri-Georges Clouzot, donne-moi tes instructions, je ferai ce que tu me demanderas. Il n'a pas été comme il avait l'habitude. Il lui a fait confiance. Et il lui disait alors le Georges-Henri, ça te plaît? Et il a été comme ça tout du long. Jusqu'à présent, exception faite pour quelques films comme Les Bas-fonds de Jean Renoir avec Jean Gabin ou comme Hôtel du Nord et Drôle de drame de Marcel Carné avec Michel Simon, Jean-Louis Barrault et Arletty, pour Louis Jouvet, le cinéma est surtout le moyen de renflouer régulièrement son théâtre. Dans la plupart des 26 films qu'il tourne avant Quai des Orfèvres, il présente la même image directement inspirée de son célèbre Dr Knock et qui n'est pas forcément celle du meilleur Jouvet. On peut critiquer l'acteur, je pense qu'on le critique beaucoup maintenant, en disant qu'il avait des tics, des manies, ce n'est pas vrai d'ailleurs. Jacques Monod. C'était un grand acteur de composition qui, du fait de ses succès au cinéma, a été presque obligé de jouer des rôles qu'il n'aurait pas aimé jouer normalement, je crois. Quai des Orfèvres est le 27e film de Louis Jouvet. Il en tournera encore 7 autres, tout en continuant de monter des pièces comme Tartuffe à l'Athénée ou Les Fourberies de Scapin au Théâtre Marigny. Il poursuit en même temps ses activités de conférencier, de professeur au conservatoire. Mais malgré certains accès de tachycardie, il n'acceptera jamais d'être doublé. Et s'il est une chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'un de ses comédiens se fasse remplacer lors d'une représentation sous prétexte qu'il est malade ou qu'il manque même une simple répétition pour aller consulter un médecin. D'ailleurs, ne connaît-il pas, lui, Louis Jouvet, tous les remèdes nécessaires? Il se mêlait toujours de soigner les comédiens. Jean Meyer. Et alors il se trompait régulièrement, n'est-ce pas? Il disait à un camarade qui éclatait de santé, il faudrait te faire attention, toi tu ne vas pas très bien en ce moment, n'est-ce pas? Et je me souviens d'un camarade qui s'appelait Castel, Maurice Castel, qui avait un œil handicapé, dirons-nous, n'est-ce pas? Et j'ai vu un soir Maurice Castel, je n'étais pas le seul, nous étions pendant la guerre de Troie, remonter dans les loges où nous étions tous et en disant le patron est fou, le patron est fou, il faut que je me fasse enlever un œil. Ah, il avait un regard qui vous perçait littéralement. Jacques Monod. Il me disait, tu vois, quand t'as affaire à un gars qui rentre dans ton bureau, tu le regardes et tu te dis intérieurement avant de parler, quel con, il a une gueule de con. Et au bout d'un moment, le gars se démonte littéralement, à ce moment-là, tu peux parler. Ça, c'est un timide qui pouvait dire ça. Je crois que c'était un grand timide, à mon avis, un grand
grand timide, qui se camouflait derrière des bons mots, un air sévère. C'était sa défense dans la vie, c'était sa carapace. Georges Neveu. Je crois qu'il a construit un Jouvet numéro 2 à partir d'un Jouvet numéro 1. Un Jouvet numéro 1 extrêmement sensible qu'il a dominé par l'effet d'une grande intelligence. L'homme s'est retranché derrière une carapace, mais c'est peut-être ce qu'on appelle la rançon du succès. Au théâtre ou au cinéma, Louis Jouvet occupe dorénavant une position prééminente. En 1948, lors de sa tournée en Europe, le public l'applaudit si longuement quand il entre en scène à Cracovie que son partenaire doit attendre 5 bonnes minutes avant de lancer sa première réplique. C'est la même chose à Varsovie, à Bratislava, à Prague, à Vienne. Louis Jouvet est un homme mondialement connu. Il est entouré de solliciteurs, d'admirateurs. Dans ces conditions, comment rester simplement soi-même? Seuls quelques intimes connaîtront son vrai visage. Le 14 janvier 1949, le président de la 4e République est au théâtre, à l'Athénée plus précisément. Après la 200e représentation de Don Juan, Louis Jouvet a décidé de donner knock pour fêter le 25e anniversaire de sa création. À l'issue de la représentation, Vincent Auriol ira sur le plateau pour féliciter Louis Jouvet et ses comédiens. En vérité, je l'ai d'abord connu comme artiste en 1935. C'était à ce moment-là les premières représentations de la guerre de Troie dans la Napoléon. Vincent Auriol. J'ai été surpris par ce talent généreux, humain, n'est-ce pas? On sentait à lui toute l'humanité, et surtout lorsque Hector fit l'éloge des morts des héros de la guerre dans ce discours monument aux morts, n'est-ce pas, qui m'a frappé. À ce moment-là, parlementaire, député de la Haute-Garonne, maire, j'inaugurais moi aussi des monuments de mort. Je dois dire, quand je vous ai entendu jouer, je me tellement bouleversé que je n'ai plus accepté de parler devant les monuments morts. On a toujours prétendu que je n'avais pas de cœur. Les médecins m'ont assuré ici, mais un mauvais. Ce petit commentaire désabusé, Louis Jouvet l'adresse avec sa désinvolture habituelle à ceux qui s'inquiètent de sa santé. Pendant le tournage de Une histoire d'amour, le comédien a eu de nouveaux malaises. Du coup, il s'inquiète. Lui qui, par superstition, s'est toujours refusé à entendre parler de testament, le 9 juillet 1951, il communique à son fils ses dernières volontés. Au cas où. Et ici apparaît la face la plus cachée de Louis Jouvet, sa famille. Il avait 3 enfants, il s'était marié. Georges Neveu. Avec une femme merveilleuse d'ailleurs. Et il a eu 2 filles et un fils. Et puis le hasard a fait qu'il a eu une vie plus indépendante de sa femme. Ce n'est sans doute pas par le simple hasard qui a voulu que Louis Jouvet sépare si nettement sa vie professionnelle de sa vie familiale. Peut-être aussi le besoin de se préserver une sorte de refuge. Au fond, si tous les gens que vous avez rencontrés vous ont dit bon, Louis Jouvet, c'est le théâtre et puis c'est pas autre chose. Lisa Jouvet. C'est parce que sa famille, c'était quelque chose d'à part, l'endroit où on lui fichait la paix, quoi. Alors, même des amis très intimes, quelquefois ne savaient même pas qu'il était marié, qu'il avait 3 enfants. Parce que il voulait, c'était pour lui un endroit fermé où il pouvait peut-être être davantage lui-même, se détendre.
Bien sûr, le public retient uniquement de Louis Jouvet, sur le plan sentimental, ses aventures avec certaines comédiennes. Des aventures qui ne tournent d'ailleurs pas toujours à son avantage. Par exemple, quand il a rompu avec une maîtresse qu'il avait qui s'appelait Lisa Duncan, qui était danseuse. Georges Neveu. Il a été si plongé dans le malheur qu'il m'a supplié de ne pas le quitter pendant 2 ou 3 jours. Il errait dans les rues, il parlait tout seul, il monologuait son chagrin, etc. C'était épouvantable. Louis Jouvet est vulnérable, il le sait. Il veille donc à se ménager un abri un peu plus solide que ces amours plus ou moins capricieuses qu'il rencontre dans sa vie d'homme de théâtre. Même au temps de sa passion pour Madeleine Oseret, Agnès dans l'École des femmes, Ondine dans la pièce de Giraudoux, il reste très proche de sa femme et de ses enfants. On trouvait quelqu'un qui était entièrement et totalement disponible. Lisa Jouvet, la fille de Louis Jouvet. Mais c'est fabuleux de penser qu'un homme comme lui, avec le travail et tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il a pu entreprendre, que vous pouviez aller le voir à n'importe quel moment, lui poser n'importe quel problème, il était tout d'un coup entièrement disponible. Je peux vous dire que sa famille, c'était sa grande préoccupation. Léo Lapara. En définitive, bien qu'il ne vivait plus avec elle, bien qu'il était indépendant, il vivait seul. Bon, un certain temps, il a vécu avec une comédienne, puis avec une autre, mais sa grande préoccupation, c'était sa famille, c'était sa femme, qu'il appelait la reine-mère, ou Madame Bonaparte, parce qu'elle habitait un temps rue Bonaparte, et ses enfants. Vraiment, je crois qu'il avait 2 grandes préoccupations dans sa vie. La première, c'était le théâtre. La seconde, c'était sa famille. Ce matin du 9 juillet 1951, Louis Jouvet procède avec son fils à l'inventaire de son appartement quai Louis Blériot. En cas de pépin, précise-t-il, Madame Mère s'installe ici tout de suite. Jean-Paul Jouvet fronce les sourcils. Son père n'a jamais aimé parler de ce genre de pépin. Se sent-il si mal pour qu'il aborde ce problème? Et tandis que Louis Jouvet court déjà chez Pierre Bost pour voir où s'en trouve l'adaptation de La Puissance et la Gloire qu'il veut mettre en répétition dès le mois d'août, Jean-Paul ne peut empêcher certains souvenirs de remonter à la surface. Des souvenirs où Louis Jouvet et Madame Mère tiennent côte à côte les premiers rôles et qu'évoque pour nous Lisa Jouvet. Il ne faut pas croire que c'était le père Papa Gâteau, hein, ça cinglait quelquefois et c'était dur à avaler, mais c'était toujours... alors quelquefois on allait se plaindre à maman, on disait quand même là, je trouve que papa, il va fort, enfin c'est vraiment pas juste. Alors maman nous laissait toujours dire, et puis quand on avait expliqué et puis jeté un petit peu notre rancœur, elle nous disait bon ben maintenant vous allez aller réfléchir dans un petit coin dans votre chambre, et puis vous verrez, au bout d'un certain temps, quand vous aurez bien réfléchi, vous verrez que votre père avait raison. Louis Jouvet s'éteint le 16 août 1951. Il est enterré le 21 août après une cérémonie religieuse à Saint-Sulpice. Sur la place, habituellement si calme, 20 000 personnes se pressent pour un dernier hommage aux disparus. Au-delà des multiples facettes qu'a su nous présenter le comédien, il est un point au moins sur lequel les témoignages concordent. C'était un don permanent, il donnait, il était généreux. Bernard Blier. Généreux, d'abord, c'était un homme de cœur généreux, et il était certainement très généreux dans la vie, ça, bien sûr. Avec le recul, je me rends compte, il s'occupait de nous beaucoup. Et c'est lui, ça, je trouve, c'est tout à fait lui. Michel Etcheverry devant une photo de Louis Jouvet. On ne sait pas s'il sourit ou s'il ne sourit pas, on ne sait pas s'il vous regarde comme vraiment un minus terrible ou s'il y a un peu dans l'œil quand même certaines sympathies, mais... Non, c'est un homme très bon.
Très très bon. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.